Bonjour. Donc, dans ces causeries du mouvement pour l'astrologie à l'Académie, dont l'objectif effectivement c'est de dialoguer avec les non-astrologues et d'améliorer aussi, bien évidemment, par la même occasion, le discours des astrologues pour qu'ils puissent dialoguer précisément, je pense qu'il va falloir remettre en question l'importance accordée au point vernal. Parce que le point vernal, en réalité, n'est que un substitut, comme d'ailleurs les autres points équinoxiaux et solsticiaux, n'est qu'un substitut aux axes Antares-Aldébaran, qui correspondent à l'axe solsticial en quelque sorte, et l'axe Régulus-Fomalo, qui correspond à l'axe équinoxial. On peut dire l'inverse aussi. De toute façon, c'est simplement des approximations symboliques. On aura donc remplacé des axes qui sont visibles, parce qu'on voit les étoiles, par des axes invisibles qui sont les équinoxes et les solstices. Vous voyez le grand gain qu'obtient l'astrologie en faisant cela. Et si en plus on met l'accent sur le seul point vernal, donc sur un seul de ces 4 points équinoxiaux et solsticiaux, et uniquement dans l'hémisphère nord, on est vraiment, c'est vraiment la peau de chagrin. Donc ça, c'est un premier point. Tout indique que l'écliptique puisse être divisé en un certain nombre de segments. De segments qui sont équivalents. Ça, c'est à mon avis d'ailleurs ce qui distingue l'astrologie de l'astronomie. Pour l'astronomie, on a une planète qui a une révolution sidérale en quelque sorte, c'est-à-dire qui revient au même point au bout d'un certain temps, au même point stellaire d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'on ne peut pas faire l'économie des étoiles quand on veut étudier les cycles. Et les astronomes ne déterminent pas une révolution sidérale à partir des équinoxes ou des solstices, je vous le garantis. Parce que ce n'est pas visible. Et en fait, prenons par exemple les 4 éléments. Les 4 éléments, eh bien, on a un premier temps de 4 signes, feu, terre, air, eau, et puis un deuxième temps, et puis un troisième temps. Et ces 3 cycles de 4 signes sont équivalents. Il n'y a pas besoin de chercher à montrer que le premier groupe est différent du deuxième ou du troisième. C'est un problème d'ergonomie. C'est un problème de commodité, voilà. Et de la même façon, pour moi, le passage de Saturne ou de la Lune sur une des 4 étoiles fixes royales est équivalent. C'est-à-dire que la Lune ou Saturne passe sur Antares ou sur Régulus ou sur Aldébaran ou sur Fomalo, c'est strictement la même chose. C'est un nouveau cycle, cette fois-ci, de 3 signes. Si on peut dire 3 signes, c'est pas. On peut dire quand même, c'est même pas une question de signes. Moi, je ne travaille pas en termes de signes. C'est un nouveau système. C'est un quart du système qui est chaque fois établi, encore que dans le cas d'Antares, les 4 étoiles fixes royales, elles ne divisent pas de manière absolument égale l'écliptique, puisqu'il y en a qui sont plus. Il y a des écarts plus importants ou moins importants. Globalement, c'est ça. Voilà. Donc, la question, c'est l'édition des diviseurs. Alors, les 4 éléments, c'est un diviseur par 3, et les 4 étoiles fixes royales par 3, puisqu'il y a 3 fois 4, et les 4 étoiles fixes royales, c'est un diviseur par 4, et donc en quelque sorte par 3. Et qui donne aussi. Et même la notion de cardinal fixe mutable, c'est un système qui va au-delà de la question des 12 signes, qui le remet en question. Il y a cardinal fixe mutable, il y a 4 fois la même série,
Et on reprend. C'est d'ailleurs ce qu'avaient très bien compris les Allemands, notamment Ebertin, avec son système à 90 degrés. Les signes, les planètes qui sont dans des signes cardinaux sont conjointes. Les planètes qui sont dans des signes fixes sont conjointes. Toutes sont conjointes. Donc, voilà. Ça aussi, c'est intéressant comme regroupement. Bon. Donc, vous voyez bien, et je ne parle même pas d'André Barbeau, dont toute l'astrologie mondiale a complètement, à part ce qu'il faisait, non, mais même quand il parlait du cycle Saturne-Neptune, André Barbeau a intuitivement compris que l'astrologie mondiale n'était pas fondée sur le zodiaque, en tout cas sur le symbolisme zodiacal. Aujourd'hui, en 2015, on a de plus en plus d'astrologues qui ne jurent que par les rapports entre Pluton et les 12 signes, que par Uranus et les 12 signes, etc. Et ça, ça n'a pas de sens, c'est pas intéressant. En tout cas, c'est une régression par rapport à la pensée astrologique des années 60. Donc, voilà un exemple de, de reformulation qui, j'ajouterais ce que je disais l'autre jour sur Gauquelin, les travaux de Gauquelin dans l'influence des astres, travaillé l'ouvrage de 1955 qui est donc paru il y a, il y a 60 ans, et dire presque jour pour jour, au mois de juin 1955, d'ailleurs plus exactement, donc 20 ans exactement avant la création du mouvement astrologique, ne parle que de 3 planètes, ne parle que de la Lune, de la Lune, il ne parle que de Mars, Jupiter et Saturne, qui correspond au ternaire de Georges Dumézil. Là on a un dialogue possible, les castes, etc. Comme maintenant, il faut trouver des points de jonction entre l'astrologie et d'autres disciplines, qui elles-mêmes, d'ailleurs, peuvent éventuellement féconder l'astrologie, ou la renforcer, ou tout simplement mettre en évidence des empreintes astrologiques qui ne sont pas identifiées comme telles, mais peu importe. Il faut qu'il y ait une sorte de continuum, de, d'ouverture, de fluidité entre ces différents domaines. Le mouvement astrologique, le mouvement pour l'astrologie et l'académie, c'est avant tout un mouvement interdisciplinaire. C'est un mouvement où l'astrologie, tout simplement, comme je l'ai déjà dit, n'est pas exclue. Elle a sa place. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Elle a sa place au sein de l'académie. Et donc il faut former des académiciens capables de défendre les couleurs de l'astrologie et de faire entendre la musique de l'astrologie. Voilà, c'est tout. En ce moment, on peut créer effectivement un corps d'académiciens qui soit capable de défendre les couleurs de l'astrologie. À ce propos, et je terminerai là-dessus, c'est là que justement on peut mettre à l'épreuve la valeur des travaux des uns et des autres. Euh, Malheureusement, force est de constater que depuis 60 ans, et on pourra monter bien avant, tout ce qui a été fait par les uns et les autres n'a strictement servi en aucune façon à désenclaver l'astrologie. Sauf que, dans les années 60, il y a eu un certain nombre de chercheurs qui sont venus à l'astrologie, comme moi, comme d'autres, comme Gauquelin. Et donc, il y avait un appel d'air, les gens se disaient, tiens, on pourrait peut-être intégrer l'astrologie au sein du champ académique. Donc c'est l'académie qui est venue à la rencontre de l'astrologie. Maintenant, malheureusement, ça ne fonctionne plus comme ça. Et donc, pour l'instant, c'est l'astrologie qui doit venir à la rencontre de l'académie. J'ai déjà dit pourquoi l'académie et pas l'université, parce que l'académie, elle a une vocation à prendre les choses de haut, et l'université, finalement, elle est prise dans des considérations d'enseignement, de formation, d'orientation professionnelle, de débouchés commerciaux et professionnels qui ne sont pas compatibles avec les pesanteurs actuelles concernant l'astrologie. C'est pas à l'université qu'il faut s'attendre à quelque chose de ce genre-là, même s'il y a eu, au cours des années, Frédéric Caillard le disait encore l'autre jour à notre colloque, il y a eu dans les années 70 à Nanterre, à Jussieu, à Paris 3,
des expériences d'ouverture à l'astrologie. Justement, dans cette période particulière où l'astrologie avait une certaine cote, et ça s'est complètement estompé, ça s'est complètement effacé, même s'il y a eu bien entendu de nombreuses thèses de doctorat soutenues sur l'astrologie, comme celle de Patrice Guinard en 93 en philosophie, et bien d'autres, tant au niveau historique, au niveau écologique, etc. Voilà, donc je voulais simplement terminer en vous disant que 2016, c'est le 350e anniversaire de la création de l'Académie des sciences, et que par conséquent, notre prochain colloque qui aura lieu le 16 et 17 janvier au Ballon Rouge et au Palace de Chine, eh bien, célébrera cet événement, qui d'ailleurs est souvent mal défini, mal compris, parce que ça ne s'est pas passé comme on le dit, comme encore Jean-Yves Espier le disait l'autre jour au colloque. Ces choses n'ont pas été faites de cette façon. Il semble plutôt que Colbert en créant l'observatoire la même année, l'Observatoire royal de Paris, ait voulu conférer aux astronomes un statut de fonctionnaire qui leur permettait d'échapper aux contraintes alimentaires, si on peut dire, parce qu'on a souvent dit que, c'est d'ailleurs le cas de Kepler, on a souvent dit que les astronomes ont souvent fait de l'astrologie parce qu'il fallait bien se nourrir. Donc les astronomes ont été, on leur a offert des fonctions, des positions relativement valables, et puis petit à petit, mais seulement petit à petit, je vous renvoie à mon ouvrage sur Nicolas Bourdin, qui concerne la deuxième moitié du XVIIe siècle. Petit à petit, alors qu'au départ, on faisait des exposés, des communications de l'Académie des sciences sur l'astrologie, petit à petit, c'est sorti de son champ. Ça ne s'est pas décrété du jour au lendemain. Donc 1666, ce n'est pas le moment où l'astrologie est bannie, c'est le moment où l'Académie des sciences est créée, et pour le mouvement, pour l'astrologie à l'Académie, c'est quand même bien cette année 1666 qui est là, non pas comme l'année de la disparition de l'astrologie de l'Académie des sciences, mais au contraire, pour une période où au contraire l'astrologie avait encore son mot à dire et était encore écoutée. Et donc,